Île Maurice, mon amour, c'est le podcast qui vous transporte au cœur de l'océan Indien par la voix des Mauriciens. Cette série de podcasts vous est proposée par les hôtels Attitude. Île Maurice, mon amour. 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 En 2020, vous avez découvert l'île Maurice au travers des récits intimes d'Éric, de Joshila, de Mélanie, de Ritesh et de bien d'autres. Pour cette deuxième saison d'Île Maurice, mon amour, nous vous proposons d'écouter d'autres histoires et d'autres trajectoires. Celles de femmes et d'hommes mauriciens partis un jour construire leur vie ailleurs. Bienvenue dans la saison 2 d'Île Maurice, mon amour. Pour le premier épisode de cette saison, Akash nous emmène en plein Paris, à 2 pas des Champs-Élysées. C'est là où ses parents se sont installés avant sa naissance pour ouvrir une boutique de fleurs. C'est aussi là où il passe une enfance rythmée par l'école, les copains et le magasin. Dans cette vie d'apparence 100% française, l'île Maurice est pourtant omniprésente. Aujourd'hui, Akash a 33 ans. Il nous raconte son parcours et le cheminement qui l'a amené à vivre pleinement sa multiculturalité. Nous vous souhaitons une bonne écoute et un bon voyage. Comment grandir dans une société française où on nous pousse à l'émancipation, quand nous, on est dans une logique de l'objectif, c'est vraiment de rester ensemble. Moi, c'est Akash Sankor. J'ai 33 ans, je suis d'origine mauricienne, donc né en France. Et aujourd'hui, je suis encore célibataire, donc sans enfant. Et je travaille en gros, on va dire, entre Paris et Maurice, encore attaché à Paris. Moi, je suis né à Paris, dans le quartier des Batignolles, dans le 17e, donc un pur produit parisien. Et je suis d'origine mauricienne. Mes parents sont, pour leur part, nés en fait à l'île Maurice, donc du coup ils ont la nationalité mauricienne. Et ils sont venus s'installer en France à la fin des années 70, donc j'ai la double nationalité. Alors mes parents sont arrivés en France, donc du coup séparément. Dans un premier temps mon père, donc lui venait d'un petit village de pêcheurs au nord de l'île Maurice, et il est venu, on va dire, pour se trouver un avenir en Europe, notamment à Paris. Et ma mère, elle, est arrivée après s'être mise avec mon père. Ils se sont rencontrés à l'île Maurice. Mon père, lui, vivait en France à l'époque. Une de ses sœurs lui a présenté ma mère, qui était une amie de la famille. Et quand il est revenu à Maurice pour on va dire, se présenter à ma mère, et on va dire qu'ils sont tombés amoureux. Et ils ont décidé de continuer l'aventure. Et donc, du coup, comme mon père, lui, avait un avenir à Paris, du coup, ma mère a décidé de le rejoindre aussi. Donc, elle est arrivée en 1985 en France, suite à son mariage avec mon père. Le projet de mon père, c'était de vraiment, on va dire, sortir de la pauvreté. Il vient d'une famille qui est très modeste. Comme je dis, dans un village de pêcheurs au nord de l'île Maurice, on va dire que le mot d'ordre, c'était le travail. Pas forcément de profession spécifique. En étant à l'île Maurice, lui, il a fait plusieurs travails depuis très jeune. Il vendait des crustacés sur la plage, jusqu'à travailler au ministère pour faire les payes des différents travailleurs qui travaillaient sur les chantiers. Et quand il est arrivé à Paris, donc l'objectif c'était vraiment de juste trouver n'importe quel corps de métier et de réussir à se créer un avenir là-bas. Quand il s'est retrouvé en France, donc un peu la dure réalité de l'Europe, où en fait il faut juste être prêt à donner de sa personne. Donc il a eu plusieurs travails en même temps. Notamment, un des travails a été dans le métier des fleurs, donc fleuriste. Donc il a commencé à la manutention dans des boutiques de fleurs à Paris. C'est le métier qu'on va dire qui lui a plus plu, ou dans lequel il arrivait plus à s'épanouir, parce que c'était assez proche de la nature. C'est quelque chose qui était assez familier pour lui à l'île Maurice. Et il s'est concentré sur ça après. Et il a réussi à développer, on va dire, ce business-là et cette passion-là, transformer cette passion-là en profession. Quand il est rentré dans le métier, il était employé. Et dès qu'il a appris les rouages du métier, très très vite, il a travaillé dans sa propre boutique. Donc c'était un peu une boutique familiale, si je puis dire, parce que du coup, mon père n'est pas arrivé seul en France. Il est arrivé avec des membres de sa famille.
donc notamment quelques frères. Ils ne sont pas forcément arrivés tous à la même année, mais voilà, au fur et à mesure, on va dire qu'ils se sont ouverts le chemin chacun. Et ils se sont tous un peu retrouvés dans ce corps de métier-là. Donc tout le monde a pris la même filière et a développé une sorte de, on va dire une sorte de petite entreprise, on va dire familiale, où chacun avait ses talents différents, mais dans le même domaine. Donc le paysagisme et le fleurisme. Très très vite, il s'est retrouvé donc dans une boutique familiale où entre guillemets il travaillait pour la famille, et après il s'est retrouvé avec sa boutique en 1990, donc l'année de ma naissance. Le quartier où j'ai grandi, du coup, et le quartier où il y avait la boutique, c'était le quartier assez connu des Champs-Élysées, à la frontière du 17e, du 16e et du 8e, vers Place de l'Étoile. Exactement, pour ceux qui connaissent un peu Paris, la place Saint-Ferdinand, donc qui est une très jolie place un peu village. Et donc, du coup, c'était le fleuriste paysagiste du quartier. Comme on a un boucher, une fromagère, une boulangerie, on avait le fleuriste. Donc, du coup, on va dire que c'est là qu'il a commencé vraiment à s'épanouir en tant que lui-même paysagiste et fleuriste. Et il y est encore aujourd'hui. Donc on va dire que moi, j'ai grandi un peu dans les fleurs et dans le paysagisme, dans les jardins, dans les terrasses. Parce que du coup, on habitait dans le même immeuble où la boutique se situait. Du coup, j'ai grandi dans ce quartier-là en étant l'enfant du fleuriste du quartier. Donc nous, en fait, on vivait vraiment au rythme de la boutique. C'était vraiment un peu, ça faisait partie de la maison. On est sur, on va dire, les appartements classiques de dépendance de commerce à Paris. Donc voilà, c'était un immeuble haussmannien, donc on est quand même dans des beaux quartiers, dans des bons endroits. Comme dans une maison classique, on a une cuisine, une salle de bain. Nous, on avait une boutique de fleurs. Donc ça veut dire que ça faisait partie de notre quotidien quand on se levait. Ça faisait partie du quotidien quand on allait manger. Pour le midi aussi. Donc du coup, c'est une vie qui est très très rythmée. Comme c'est une vie de commerçant, c'est une vie qui n'a pas forcément les heures qu'on connaît, les 35 heures, le 9-5 heures, ça n'existe pas. C'était vraiment une sorte de vie très très active, toujours très mouvementée par les clients. Même si on a grandi en France, mon frère et moi, on a grandi avec ce que moi je considère comme étant des valeurs mauriciennes. Donc je suis d'origine mauricienne, mais également d'origine indienne. Donc il faut savoir que la population à Maurice, il y a à peu près 70% des personnes qui sont d'origine indienne. Et donc moi je suis d'origine indienne hindoue, et donc du coup on grandit, on va dire, par procuration avec ces valeurs-là. Donc cette double valeur en plus des valeurs françaises. Et donc ce que j'entends par là, c'est qu'on est dans une logique de tout le monde travaille pour tout le monde, on est dans le même bateau. Donc du coup tout le monde a une responsabilité dans la vie de la maison et dans la vie de la boutique. Donc mon père, lui, était, on va dire, un peu la tête de gondole de la boutique, donc c'est lui le patron, entre guillemets, comme on peut le dire, si je puis mettre des guillemets. Mais lui, il était plus en gestion de la relation client, de trouver des nouveaux contrats, et surtout de la partie paysagiste, de la partie composition un peu unique. Donc c'était l'artiste, en fait. C'est vraiment ce que mon père vendait, c'était un peu du premium. On est dans un quartier un peu de luxe, donc du coup, on vend des compositions de luxe, on vend des choses qui sont uniques. Ma mère, elle a un rôle, on va dire, qui est pour moi fondamental dans toute cette logique artistique. Parce que du coup, c'est un peu le pilier de cet ensemble, que ce soit le pilier familial ou le pilier du business. Parce que du coup, elle, en fait, gérait vraiment la boutique, les clients directement à la boutique. Mais aussi gérer tout ce qui était gestion administrative, tout ce qui était comptabilité, des choses comme ça. Donc c'est elle qui s'occupait de faire en sorte que l'art se transforme en business aussi. Les valeurs dans lesquelles on grandit sont des valeurs qui sont essentiellement, on va dire, enseignées à la maison. Parce que, contrairement à l'ensemble des gens avec lesquels je grandis, on va dire que nos valeurs ne sont pas, entre guillemets, les valeurs françaises classiques, même si, bien sûr, on est sur des choses plus ou moins quand même similaires sur la famille. Mais c'est vrai qu'on a une logique asiatique, indo-asiatique, plus mauricienne. Maurice qui est quand même en Afrique, donc on a vraiment cette logique de famille qui est très omniprésente chez nous. Et donc, du coup, on se retrouve vraiment dans un paradigme où les parents, eux, veulent absolument qu'on s'intègre à la société française. Même s'il y a des nourritures que ma mère ne mange pas classiques parce qu'elle n'a pas eu l'habitude d'en manger, pour des raisons plus ou moins diverses, que ce soit juste pas l'habitude, juste culturellement ou même religieusement, elle nous les fera manger nous, pour qu'on puisse être totalement intégrés au pays et à la vie qu'on va mener en fait, dans le pays dans lequel on va grandir. Je pense que ces valeurs-là aussi, c'est surtout en fait une logique de être ensemble. Parce que je pense que mes parents, eux, même si
s'intègrent entre guillemets facilement dans la société par rapport au fait qu'ils sont des gens qui travaillent, des honnêtes gens, hein, si je puis dire, et qui sont là juste pour créer un avenir pour eux et pour leurs enfants, sont quand même en décalage sur pas mal de choses. Que ça soit sur la façon de concevoir la société, la façon de concevoir l'éducation aussi. L'émancipation des enfants, par exemple, chez nous, c'est pas la même chose, hein. Il n'y a pas forcément de tabou sur le fait de rester chez les parents, quelque chose qui est très indien. Au contraire, les familles, en fait, sont designées un peu pour rester ensemble toute leur vie. Donc c'est tout à fait normal, en fait. On rajoute des gens dans les familles et on reste tous ensemble. C'est un peu notre logique mauricienne et indienne. Alors que dans la culture européenne, on est très vite, dès que tu peux prendre ton envol, il faut partir. Et donc du coup, forcément, il y a cette dichotomie un peu globale de comment grandir dans une société française où on nous pousse à l'émancipation, quand nous, on est dans une logique de l'objectif, c'est vraiment de rester ensemble. Plus quand on est comme mes parents, hein, pas comme moi, parce que je suis français, mais mes parents qui sont un peu, soyons ensemble, face un peu à tout le monde qui est un peu différent et faisons en sorte d'être intégrés au maximum, quoi. Ce qui est très intéressant en fait avec notre logique, si je puis dire mauricienne, quand on arrive en France, on n'arrive pas seul. Mon père, lui, il a grandi avec 9 frères et sœurs, donc ils sont 10 en tout. Il a 5 frères et 4 sœurs. Et à part, je crois, une de ses sœurs qui est restée à l'île Maurice, l'ensemble de ses frères et sœurs sont partis à l'île Maurice pour se créer un avenir. Et ils sont tous rentrés dans le filon du paysagisme et du fleurisme. Du coup, en arrivant au fur et à mesure, en fait, ils se sont fait former par mon père et par son grand frère notamment, qui étaient un peu les deux qui avaient un peu ouvert la voie sur ce métier-là, avec cette logique de, en fait, on n'est pas là pour le loisir, on n'est pas là pour découvrir Paris ou la Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe, on est là pour travailler. Très très vite et très très jeune, l'ensemble de mes oncles deviennent des chefs d'entreprise dans le métier des fleurs et on commence à créer une sorte de petit réseau en fait d'influence sur ce métier-là avec donc des boutiques dans des coins un peu stratégiques du triangle d'or parisien. Je sais que j'ai un oncle qui avait une boutique dans le 16e vers Henri Martin, donc autour de Dauphine. Un autre qui avait une boutique qui était à côté de la Tour Eiffel, donc sur l'avenue Suffren. Mon père, lui, était placé vers les Champs-Élysées. J'en avais un autre qui avait aussi à une époque une boutique sur le boulevard Haussmann. J'ai aussi un oncle qui a eu une boutique vers Courbevoie. Donc on reste un peu dans cet ouest parisien qui est très huppé, très riche, très résidentiel. Et en fait, on cherche un peu l'exclusivité, on cherche le premium. Et je pense que le filon de l'ensemble de ma famille, ça a été de vendre cet art. Et donc du coup, ils ont réussi à créer un peu cette signature. À la maison, c'était réunion de famille tous les jours. Donc c'était rare qu'on ne mangeait que tous les 4 avec mes parents et mon frère. On était souvent avec un oncle, ou on était souvent avec de la famille, ou du coup les amis de mes oncles, les amis de mes parents, etc. Et tout. Donc c'était vraiment très très familial. Le travail était créer cette ambiance en fait. Forcément, quand on se retrouve en famille, ce qui va rappeler la maison et ce qui va réunir, ça va être la nourriture mauricienne. Donc, du coup, ma mère, ça va être des plats classiques, on va dire, qui sont régressifs pour l'ensemble de ses beaux-frères, pour mon père aussi. On va parler de curry, du riz, du bouillon de bread, il y a les différents beignets aussi mauriciens, les samoussas, les gâteaux piments, des choses comme ça. Donc, vraiment du classique mauricien, du briani aussi. Ça va être vraiment très, très régressif. On fait avec les produits qu'on a en France. Donc, du coup, on n'a pas forcément tous les légumes. Nous, il y a une variété de légumes très spécifique à Maurice, avec lesquels on cuisine. Donc, forcément, il y a des fruits aussi avec lesquels on cuisine. Et donc, du coup, ma mère a dû s'adapter parce qu'au début, dans les années 80, il n'y avait pas tout ça. On n'avait pas accès à tout ça. Donc voilà, c'était, on va dire, une cuisine un peu hybride. Et parfois, on a envie de rentrer à la maison et de manger quelque chose que notre mère nous faisait, du coup, que ma grand-mère faisait, que mes grands-mères faisaient. Et donc, du coup, voilà, ma mère et mon père avaient un peu ce rôle-là de patriarche de l'ensemble de la famille quand tout le monde venait à la maison. Donc moi, j'ai grandi vraiment dans cette logique-là où mon père, c'était un peu le grand frère, le papa, par substitution. On est dans cette logique où on vit par procuration à l'île Maurice tout le temps. Et donc, du coup, nous, on n'idéalisait pas forcément l'île Maurice, mais entre guillemets, ça faisait partie de notre vie, quoi. C'était pas quelque chose qui était super loin. C'était toujours là. Quand c'était pas à la maison, on prévoyait Maurice et 6 mois avant, on savait qu'on allait partir et qu'on allait voir tout le monde. Donc l'été européen, on se retrouvait tous à l'île Maurice. Donc à l'île Maurice, c'est l'hiver, juillet, août. Et là, c'était réunion de famille, c'était vacances entre cousins, c'était juste se voir à la maison, manger, boire ensemble, faire des bêtises. Même si en France, on grandissait avec mes cousins et cousines, parce que du coup, j'en avais là-bas, et il y en avait qui étaient ici. C'était des réunions, beaucoup de réunions. Pas forcément les découvertes de l'île tout le temps,
ce qu'on a fait un peu plus grand. Parce que quand on venait à Maurice, c'était essentiellement pour la famille, en fait. Et mes parents aussi ont décidé d'investir à l'île Maurice. Donc du coup, on avait nos maisons. Moi, j'avais ma chambre, j'avais ma maison où je rentrais chez moi dans ma chambre. Donc ça, c'était un point d'orgue de mes parents. C'était vraiment que quand on rentre à Maurice, on ne soit pas des étrangers à l'île Maurice, qu'on soit vraiment chez nous. J'ai grandi dans le 17e Sud, donc on va dire un quartier qui est plutôt bien fréquenté, de bonne famille, si je puis dire. Classique, assez catholique, chrétien, catholique. Donc je fais l'école publique jusqu'à mes 10 ans et après je rentre au collège, je rentre à Notre-Dame de Sainte-Croix de Neuilly-sur-Seine, donc qui était à côté de chez nous. Sur le conseil en fait des mamans de mes amis en fait, à mes parents, parce que ma mère en fait, c'est ma mère qui s'occupait de mon éducation. Et ma mère ne savait pas vraiment comment marchait le système français, sachant qu'à l'île Maurice, il faut savoir que le système scolaire public est un système anglais. Donc on n'est même pas sur les mêmes classes, on est sur rien du tout. Tout est totalement nouveau pour elle. Et donc du coup, je me retrouve dans ce collège-là, et là, en fait, c'est un peu le clash de l'intégration. Parce que là, on n'est même plus sur une logique française, on est sur une logique jésuite. Donc c'est du catholicisme, on va dire, un peu plus, je dirais, strict. C'est strict. Donc du coup, quand j'intègre là-bas, les personnes, ça leur gêne pas forcément que je sois pas de base chrétien ou catholique ou jésuite, mais c'est juste que dans l'idée, si je suis là-bas, c'est que j'adhère à ça, en fait. Le problème, c'est que moi, j'ai grandi dans entre guillemets, avec une liberté religieuse, mais j'ai quand même grandi en tant qu'hindou. Et donc, du coup, moi, j'ai grandi avec cette logique-là, en fait, avec mes dieux, même si à cette époque-là, on ne peut pas parler de croyance ou de foi, mais on parle vraiment de culture encore. On parle vraiment de culture. Et c'est une culture totalement différente. Et là, en fait, il y a un clash un peu global où j'arrive pas forcément à m'intégrer. Ça influe sur mes notes. Et on se retrouve avec un peu un système qui essaye un peu de me décourager, mais pas forcément. Je pense que c'était plus pour me faire comprendre que c'est pas que t'es pas à ta place en France, mais c'est que là, t'es peut-être pas à ta place ici. À l'âge de 12-13 ans, on me fait comprendre que peut-être que je suis pas fait pour les études. Donc, comme mes parents font commerçant, travaillent dans du manuel, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse et qu'il faut que je m'oriente plutôt vite. Comme ça, j'ai un peu un avenir. Ma mère, en fait, qui avait des ambitions qui n'avaient pas de fin pour nous, refuse d'entendre ce discours-là. Et donc, du coup, on va dire, me soutient et me fait comprendre que non, j'arriverai à exceller dans les études et à devenir quelqu'un d'instruit. Je me retrouve pendant un an dans le système public français où ça se passe plutôt bien, où là justement je vois que la discipline que j'ai appris quand j'étais à Notre-Dame de Sainte-Croix, en fait elle sert à quelque chose vraiment, parce que du coup dans le nouveau collège j'excelle, sans forcément forcer plus que ça, parce que j'ai appris une façon de travailler, j'ai appris une discipline. Et là après, à partir de là, en fait ça se passe plutôt bien. Je retourne dans le privé, dans un lycée dans le 16e. Je fais un bac économique et social où ça se passe plutôt bien. J'étais plutôt doué dans les lettres plus que dans les maths. Du coup, moi, j'ai commencé un peu à faire du droit sciences politiques. C'est ce qui m'intéressait pas mal. Encore une fois, je fais 2 ans à Panthéon-Assas et finalement, je vois que c'est pas fait pour moi. Avec beaucoup de travail, je n'arrive pas à concrétiser en fait assez bien ce travail-là. Donc, je fais beaucoup de travail, je m'en sors, mais c'est pas assez. Donc, du coup, là, j'essaie de me réorienter. Et c'est là où, en fait, je commence en école de commerce. Je fais un double diplôme. Je fais 2 masters en même temps, un master en parallèle à Londres, un MBA à Londres spécialisé en finance et en project management. Je vais vivre à Londres pendant 1 an pour mon MBA, et donc là on est dans une vie que moi j'adore. En dehors de Maurice, en plus, notre deuxième maison c'était un peu Londres. Du côté de mon père, il y a une partie de la famille qui est partie en France, mais il y a une partie de la famille qui est partie en Angleterre. Donc du coup j'ai de la famille en Angleterre. Quand j'arrive là-bas, c'est un peu une deuxième maison aussi que je connais depuis très petit. Le premier voyage que j'ai fait dans ma vie, c'était en Angleterre. J'avais 2 semaines. Donc, du coup, voilà, c'est un voyage qu'on a l'habitude de faire. Et quand je vais là-bas, c'est vraiment la vie londonienne, quoi. Mais toujours, quand je vais chez mes tantes, on est ramené à la vie mauricienne, on est ramené aux valeurs mauriciennes. Et on n'est jamais seul, et c'est des dîners en famille, c'est des heures à discuter de ce qu'on a vécu, des histoires, des choses comme ça. Donc c'est très très familial, et peu importe où j'allais, dès que j'avais un bout de famille, j'avais un bout de Maurice avec moi. À l'époque où j'étais, on va dire, sur la fin de mes masters, donc je revenais de Londres, j'étais en stage à l'époque chez Xerox, à la Défense. Et en même temps, je faisais ma thèse de recherche pour Londres, et en même temps, je travaillais mon examen de fin d'année, de fin de master, pour mon master français. Donc j'avais un peu tout en simultané. Et mon père tombe très très malade.
Mon père est une personne qui a plusieurs fois dans sa vie échappé à la mort, en fait. Très très jeune, il a été condamné à mort par les médecins, par les médecins, pas par la justice. Mais il a été condamné pour un problème de maladie de rhumatisme aux jambes. Donc à l'âge de 7 ans, on lui prédisait pas forcément de vivre longtemps. Et malgré ça, il a réussi avec l'aide de sa mère et son père. Donc mon père est de nature, on va dire, physiquement, il n'est pas très grand, pas très musclé, mais on va dire qu'il a une hargne qui est incroyable. Donc du coup, il recule devant rien, il n'y a rien qui lui fait peur. Et même le travail physique, en fait, il n'était pas fait pour le travail physique et finalement, il a fait ça toute sa vie. Ça lui a créé des problèmes. Et notamment, un très très gros problème en 2015, c'est une infection du sang qui a déclenché plein d'autres problèmes sous-jacents et qui a fait qu'il s'est retrouvé dans le coma pendant plusieurs mois avec des complications qui étaient très très graves et qui ont remis en fait en question notre modèle de comment on allait nous faire fonctionner notre vie, parce qu'on était encore en études, mon frère vivait à Londres à l'époque, ma mère devait gérer la boutique, il y avait encore des dettes, parce qu'il y avait des investissements qui avaient été pris par mes parents, et notamment nous aussi, moi j'avais pris des investissements pour mes études, donc voilà, il y avait beaucoup de choses, et la boutique de fleurs, le travail de papa était encore central. À ce moment-là, quand il est plus disponible, et qu'en fait les médecins nous annoncent avec ma mère que en fait il y a très très peu de chances qu'ils s'en sortent, nous notre monde s'effondre. À cette époque-là, du coup, moi, je dois aider, en fait. Je dois rentrer dans le système où il faut que je gère aussi un peu la boutique. J'avais mon stage, j'avais mes thèses de recherche, j'avais mes examens à préparer et j'avais aussi la boutique à gérer. Donc, quand la boutique elle ouvre à 9h, il faut que les fleurs soient déjà arrivées. Donc, on allait à ce que peut-être certains qui habitent dans la région parisienne vont connaître, qui s'appelle Rungis. Il faut y aller très tôt le matin pour prendre les marchandises et pour venir sur Paris pour pouvoir les vendre. Et donc, moi, du coup, je faisais un peu ce travail-là. J'avais eu l'habitude de le faire déjà, depuis que je suis petit, j'ai toujours eu à travailler en plus de mon école. C'était dans les valeurs, c'est normal, on remballait la boutique, on faisait des choses comme ça. C'est sûr que là, avec l'accumulation du travail, des études, etc. et tout, plus, le truc le plus important, c'est que on souffrait. À ce moment-là, on ne sait pas si mon père va mourir ou pas. On est dans cette zone grise où nous, la seule solution qu'on a, c'est juste de travailler et de croire dans les médecins. Et pour ceux qui ont la foi à prier et pour ceux qui croient aux énergies positives, envoient des énergies positives. Et voilà, quoi, on était dans un système où il fallait juste mettre le nez dans le guidon et après espérer que ça se passe bien et croire en les médecins. Et avec beaucoup d'efforts de la part de mon père et de tout le monde, beaucoup de force de caractère, il s'en sort. Alors il s'en sort avec une convalescence qui va durer 2 ans, avec beaucoup de complications. On parle de trachéotomie, on parle de poche gastrique, on parle de thrombose, on parle d'arrêt cardiaque, on parle de choses comme ça, on parle de gros trucs, on parle de chirurgie plastique, on parle d'hernie. Donc voilà, donc on se retrouve dans ça, et l'apothéose de ça, c'est malgré ça, j'arrive à finir ma journée de promotion et je fais un discours à l'UNESCO et mon père vient avec sa poche gastrique. Et c'est un peu l'aboutissement, un premier aboutissement de tout ce qu'il avait investi dans sa vie, en partant de rien du tout de l'île Maurice. Et il voit son fils qui fait un discours à l'UNESCO et qui prend le nom de ses 2 grands-pères devant 3000 personnes. Et alors que lui, il est miraculé et qui sort de l'hôpital. Et c'est, on va dire, ce qui couronne un peu des études qui étaient, on va dire, en montagne russe. En 2014, c'est mon première, on va dire, c'est vraiment la première fois où je fais avoir l'expérience de vivre à Maurice. J'ai eu une opportunité de pouvoir travailler pour Air Mauritius. Mon CV a été aimé, mon projet était cohérent, donc du coup on m'a fait travailler, on m'a fait venir en stage à l'île Maurice. Et là je commence à travailler ici, je m'intègre en tant que Mauricien. J'ai ma maison déjà, celle de mes parents, qui est là, mais je vis chez de la famille, parce que je suis quand même tout seul ici. Moi, la maison de mes parents se trouve à Grand Gaube qui est le village d'origine de mon père. Donc il y a encore ma Dadima. Donc Dadima, c'est la grand-mère paternelle, qui habite encore là-bas, qui a 95 ans, qui vit encore dans sa maison aujourd'hui. Et donc moi, mes parents ont pris une maison dans cet endroit-là. Donc là, on est vraiment sur, on va dire, la carte postale mauricienne. On est à côté de Grand Gaube, c'est le village un peu isolé, à côté de la mer. Il fait tout le temps beau, c'est un des meilleurs climats de l'île Maurice. Donc voilà, c'est ce qui fait un peu rêver, on va dire, les Européens sur le climat. Sachant qu'il faut savoir que les Mauriciens, ils n'aiment pas forcément quand il fait trop chaud. Donc c'est pour ça que la densité de population se trouve plus dans le centre. Mais voilà. Du coup, oui, quand je viens en 2014, je suis quand même français. Donc en fait, il faut savoir qu'en France, je suis pas vraiment français, parce que j'ai pas la tête d'un français. Même si j'ai tout d'un français et que je parle comme un français, je mange comme un français, j'ai fait l'éducation française et j'ai des valeurs françaises. Et quand j'arrive à l'île Maurice, c'est un peu le problème sens inverse. Bien sûr, c'est bien vu dans un premier temps. Quand on vient de l'Europe, forcément, on a vu des choses que les Mauriciens n'ont pas vues, etc. Donc c'est super, c'est top. Mais quand on est ici, moi, plus jeune, c'est vrai que
Je ne dirais pas qu'il y ait des critiques, mais je pense que c'est un peu de l'incompréhension. Moi, quand je parlais français, il faut savoir quand on parle français à l'île Maurice, notamment avec l'accent que j'ai, moi, c'est-à-dire un vrai accent français, c'est considéré un peu comme de l'arrogance, que moi, je ne faisais pas forcément exprès. Plus jeune, c'était juste mon accent qui était comme ça. Et j'ai des cousines qui parlaient très bien français, mais qui parlaient essentiellement créole. Et quand on était très très jeunes, qui pourraient me dire, mais pourquoi tu parles comme ça? Parle normalement. Et moi, je leur disais, mais je parle normalement, c'est pas de ma faute, je parle vraiment comme ça. Donc du coup, on est sur c'est un peu de discrimination à l'inverse, où en France, c'était un peu trop bas de gamme, et à Maurice, c'était un peu trop haut de gamme. C'est complexe à vivre, donc moi, très très vite, même en étant ici en 2014, j'essaye de parler créole, j'essaye de m'intégrer quand je vais commander des choses à manger ou quand je vais au supermarché. Je parle créole, mais je parle pas beaucoup. Je fais des petits mots, des petites phrases pour qu'on ne détecte pas mon accent français. Je repars parce qu'en fait, c'est dans mon cursus. On est dans une logique où il faut que je revienne. Je dois partir à Londres derrière. Donc voilà, donc là, on est sur un départ, on va dire, un peu programmé. Sur le retour, là, en revanche, c'est totalement personnel. Et c'est aussi une opportunité de mon travail qui me permet en fait de le faire. Il y a plusieurs choses qui me vont revenir. La première chose, c'est la famille. Je me retrouve avec des gens qui sont dans des situations un peu complexes ici à Maurice et qui ont besoin de moi en fait. Ça aussi c'est dans mes valeurs, ça c'est dans ma nature. Moi, si j'ai l'opportunité d'aider, j'aide. Et je me suis dit là, avec le travail que j'ai aujourd'hui et avec la maîtrise que j'ai de mon travail aujourd'hui, je peux me permettre de le faire. Du coup, je décide de venir à Maurice. Je suis arrivé à Maurice l'été 2022, fin d'été 2022. Et pour l'instant, je suis là encore. Quand je reviens, on est sur une autre logique qu'en 2014. On est vraiment sur une logique d'intégration totale. Où moi, le but, c'est vraiment très très vite d'apprendre le créole, très très vite de savoir jouer avec les différents codes de l'île Maurice. Là, je suis beaucoup plus mature qu'à l'époque. Donc vraiment, c'est, on va dire, on découvre une culture un peu globale de ma famille qui vit ici, que j'ai toujours entendu par téléphone ou par Facebook ou par Instagram. Et aujourd'hui, je le vis moi-même et je m'intègre à ma propre culture que je connais, dont je connais plein de choses, mais qu'au final, je vois que je connais pas forcément tout. On va dire, je m'enrichis très très vite à Maurice parce que je suis ouvert à cet enrichissement. Donc du coup, je suis pas dans une logique où, comme je suis différent, je me mets dans la différence. Je suis dans une logique où je veux faire tout, voire plus que ce que les gens font ici, parce que j'ai besoin, moi, de un peu rattraper ce que j'ai pas eu, pour compléter un peu cette éducation que mes parents ont toujours voulu me donner. Nous, en France, on fêtait pas forcément tout. Ma mère est religieuse. Pas fervente, mais elle croit et elle a toujours voulu garder ça. Elle nous a toujours inculqué les valeurs de sa religion, sans vouloir nous imposer quoi que ce soit. On faisait 2 prières par an à peu près, et c'était pour le Nouvel An, et c'était pour la fête qui est maintenant très très connue de Diwali, donc la fête des Lumières. Quand je viens à l'île Maurice, là en France, j'ai pas que Diwali et j'ai pas que le Nouvel An, j'ai toutes les autres fêtes. Et en plus de ça, ce qui est beau avec l'île Maurice, parce que moi je parle de mes origines, mais Maurice est pluriculturel. Et donc à l'île Maurice, on a un peu le contraire du concept de laïcité qu'on a en France, où on est sur un concept en France de ne faites rien de différent pour qu'on soit tous égaux. Et à l'île Maurice, on est sur une logique un peu différente, où on est un peu sur du faites ce que vous voulez. Mes familles, ils reçoivent des gâteaux pour l'Aïd, ou ils reçoivent des cadeaux pour le Nouvel An chinois. On reçoit des félicitations, on reçoit des vœux pour le jour de la Vierge, le 15 août. Et les fêtes indiennes, il y en a plein qui sont des jours de congé, des jours fériés à Maurice, et tout le monde les fête en fait. C'est l'île entière qui les fête, indépendamment de leur origine. Et donc du coup, on est dans ce concept totalement inverse de la laïcité. Et moi, je vis ça et je prends ça comme je le savais, mais là, je le prends comme une claque parce que je le vis en fait. On se rend compte que c'est la connaissance qui crée la tolérance. Mais de pouvoir vivre ça, ça permet de créer une tolérance globale et en fait d'être très très fier et de la richesse des différentes cultures auxquelles on peut avoir accès. Et surtout, pour moi, les cultures qui est la mienne, qui sont les miennes. Moi, je suis un grand romantique, donc la seule raison pour laquelle je partirais, c'est par amour. Ou si je me mets avec quelqu'un ici et qui veut un avenir en France, à ce moment-là, ça ne me gênerait pas de le faire. Ou si je tombe amoureux de quelqu'un là-bas, voilà. Ça serait vraiment la seule chose qui pourrait me faire aujourd'hui partir la banane au visage, quoi, je veux dire. Si vous avez aimé découvrir l'île Maurice par la voix et par la vie d'Akash, dites-le nous
en nous mettant des étoiles sur votre appli de podcast. De notre côté, nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de cette 2e saison d'Île Maurice, mon amour. Ce podcast vous est proposé par les Hôtels Attitude. Il a été conçu par Fleur Chrétien et monté par Monkey Sound Studio. Île Maurice, mon amour. Il Maurice, mon amour. Il Maurice, mon amour. Île Maurice, mon amour. Île Maurice, mon amour. Île Maurice, mon amour. Île Maurice, mon amour. Il Maurice, mon amour.